Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Laurence. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents traitements non pharmacologiques pour le TDAH chez les jeunes, puis aussi de leur efficacité. Avant de commencer, juste pour dire, moi, depuis les 3 dernières années, je suis employée à la clinique d'apprentissage spécialisée à Gatineau. On a aussi une succursale du côté de l'Ontario. Je suis en train de terminer mon baccalauréat en psychologie et je suis étudiante au laboratoire, le PRISM qu'on appelle. En fait, tous les travaux que je vais vous présenter qui sont réalisés par le PRISM dans cette présentation-là, parmi les autres articles, ces travaux-là c'est des travaux qui sont supportés par l'Institut de recherche en santé du Canada et le Fonds de recherche du Québec sur la société et la culture. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, premièrement, c'est de rappeler certaines caractéristiques fondamentales du TDAH pour s'assurer que tout le monde part sur le même pied d'égalité avec les mêmes informations, les mêmes bases. Ensuite, ça va servir à connaître les dernières mises à jour au sujet des résultats de l'étude sur l'approche de traitement multimodal pour le TDAH. Dans le fond, faire un petit rappel de tout ce qui a été conclu à ce niveau-là. Ça va aussi servir à évaluer les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques du TDAH. Donc, on va les comparer, on va expliquer pourquoi on en utiliserait un ou l'autre. Et ensuite, on va examiner certains traitements non pharmacologiques du TDAH, donner des exemples et des outils, des ressources aussi à aller explorer. Donc, comme je disais, les caractéristiques fondamentales du TDAH, en fait, on est submergé maintenant d'informations sur l'ère de l'Internet, ce qui peut être super intéressant. Mais le défi, par contre, c'est de savoir distinguer ce qui est de la bonne information basée sur la science, supportée par la science, et ce qui ne l'est pas. Parce qu'en ce moment, sur YouTube, si j'écris ADHD dans la barre de recherche, j'ai 12 millions de vidéos qui ressortent et c'est certainement pas tous des vidéos faites par des professionnels. Et sur Google, même chose, j'ai 108 millions de résultats quand je fais une recherche. Et pour ce qui est des traitements alternatifs, quand j'ajoute ça, j'ai 19 millions de résultats. Donc, c'est vraiment très important de savoir faire la différence. Et dans le fond, aujourd'hui, le but, c'est de vous donner des informations qui vont vous permettre de naviguer tout ça. Donc, le TDAH, c'est pas nouveau qu'on en parle. En fait, il y a déjà 250 ans, on parlait de manque d'attention. Donc, il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là en 1775. Donc, on ne l'appelait pas encore TDAH, mais on décrivait déjà les symptômes. Donc, les symptômes qui étaient décrits, en fait, on parlait d'une personne qui manque d'attention. Ce seraient des gens imprudents, négligents, souvent agités, qui pourraient être distraits ou amenés à l'extérieur de la tâche par chaque mouche, chaque bruit, chaque petit souvenir qui leur revient à la mémoire. C'est aussi des gens qui ont de la difficulté à écouter, donc qui vont entendre seulement la moitié, mémoriser la moitié de l'information ou la mémoriser de façon désorganisée. Ce seraient des gens impatients, imprudents et souvent inconstants dans leur manière d'exécuter les choses. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez vos enfants ou vos élèves, peut-être même vous-même. Hein, ça arrive des fois que les parents ils se rendent compte qu'eux aussi ont un TDAH quand on diagnostique les enfants. Donc, ensuite, dans cet article-là, on parlait de différentes adaptations et interventions possibles pour le manque d'attention. Donc, on disait que les gens qui ont un problème d'attention, déjà qu'on porte plus attention facilement à ce qu'on aime, à ce qui va nous affecter nos sens plus fortement, ce qui nous stimule plus fortement, c'est encore plus important pour les gens qui manquent d'attention. Donc, un enseignant va être capable de mieux capter l'attention de ses élèves dans un cours quand c'est captivant, quand c'est plein d'idées plaisantes. On parle aussi que la personne inattentive doit être séparée du bruit ou de tout autre objet qui pourrait attirer son attention. Et donc, je ne sais pas si vous reconnaissez un peu vos enfants là-dedans. Hein. Et on a aussi les différents traitements à cette époque-là. Ils parlaient de bains froids, d'eau minérale, d'équitation, de faire des exercices gymnastiques. Et dans les cas où les fibres sont toujours inefficaces, donc par les fibres, on entend les fibres du cerveau. Donc, dans les cas où le fonctionnement cérébral est toujours inefficace, on parle déjà, il y a 250 ans, d'utiliser de la médication. Donc maintenant, ici, ça, c'est un article un peu qui fait un résumé des aspects les plus importants du TDAH, un article de 2015. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, on pourra voir la possibilité de peut-être vous le faire parvenir, cet article-là. Donc, juste comme ça, si vous êtes intéressé.
Mais moi, je vais en faire un résumé. Donc, premièrement, petit rappel sur le TDAH. Donc, le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental chronique. Donc, ça veut dire que c'est un trouble qui ne disparaît pas. On le garde toute notre vie, mais on apprend à vivre avec, on apprend à le gérer. Donc, les symptômes, on a l'inattention, par exemple, toujours être dans la lune ou des choses comme ça. On a aussi de l'hyperactivité et impulsivité. Donc, avoir de la difficulté à rester assis, avoir la bougeotte, couper la parole, avoir la difficulté à attendre son tour. Ça peut aussi être vraiment agir avant de réfléchir. Et en fait, ça, c'est seulement des symptômes. Ce qui fait que ça devient un trouble, c'est quand on a une altération fonctionnelle dans plusieurs domaines. Par exemple, à l'école, la famille, les amis, au travail, pour les adultes. Donc, si le fonctionnement n'est pas affecté par les symptômes, ça reste seulement des symptômes. Mais si c'est quand le fonctionnement est affecté qu'on peut vraiment qualifier ça d'un trouble de déficit de l'attention. Maintenant, pour l'irritabilité, en fait, l'irritabilité, c'est la variation d'un trait qu'on peut expliquer par la génétique. Donc, le TDAH, de 70 à 80 du TDAH peut s'expliquer par des raisons génétiques, ce qui laisse seulement de 20 à 30 qu'on explique par l'environnement. On remarque aussi que 25 à 50 de prévalence dans une même famille pour le TDAH. Donc, ça veut dire, si moi j'ai un TDAH, mes frères, mes sœurs, mes parents, ils ont 5 à 10 fois plus de risques d'avoir un TDAH, eux aussi. Ensuite, dans la prévalence mondiale, on remarque chez les enfants et adolescents une prévalence de 5 et pour les adultes, c'est 4 Et ça, c'est un taux qui est stable depuis les 30 dernières années. En fait, on entend beaucoup parler comme d'une épidémie de TDAH dans les médias et de toutes ces choses-là, qu'il y aura un surtraitement. Par contre, en fait, c'est plus maintenant, on le reconnaît plus parce que la prévalence depuis les 30 dernières années n'a pas vraiment changé dans la population. Et au niveau du traitement, il y a seulement 32 des enfants qui ont un TDAH qui sont traités et 11 des adultes qui sont traités. Donc, c'est dans le fond pas tant que ça. Et on remarque aussi que, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas tous les enfants qui auraient besoin d'aide, qui ont l'aide qui ont nécessaire. Donc, c'est très important d'en parler. Et dans ceux qui sont traités, 93 des traitements, c'est de la médication et 13 c'est du traitement psychosocial. Donc, maintenant, ce que je voulais vous montrer, en fait, ici, on a une étude qui a été faite, une revue systématique de 102 études. Et ce que cette étude-là, elle a montré, c'est que si on utilise les mêmes méthodes pour qualifier le TDAH, en fait, on peut s'attendre à avoir une prévalence semblable à travers le monde. Et ici, on a une étude sur la prévalence mondiale depuis les 30 dernières années. Et là, vous pouvez vous dire, on dirait qu'il y a beaucoup de variabilité. Hein? Les points ne sont pas tous très près de la ligne. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que le TDAH n'est pas évalué de la même façon dans toutes les études. Par contre, quand on contrôle pour les critères diagnostiques puis les procédures diagnostiques différentes, on utilise les mêmes méthodes. Donc, quand je parle de méthode diagnostique, ça peut être une entrevue, ça peut être un questionnaire rempli par les parents, un questionnaire rempli par les enseignants. Donc, quand on utilise les mêmes moyens pour poser un diagnostic, on se rend compte que la prévalence, elle est très, très, très semblable et même très stable depuis les 30 dernières années. On peut aussi mentionner le fait qu'avec le TDAH, il vient d'autres choses. Donc, dans 70 des cas, les enfants qui ont un TDAH ont un autre défi qui va y être associé. Donc, ça peut être de l'anxiété, ça peut être des troubles d'opposition, ça peut être des problèmes de comportement. Donc, il y a seulement 31 des enfants avec un TDAH qui ont seulement un TDAH. Donc, ça veut dire que c'est important de traiter le TDAH, mais aussi de traiter ce qui vient avec. On parle aussi du fait que chez les enfants qui ont un TDAH, c'est important de noter que tout au long de la vie, il y a certains défis et obstacles qui sont plus fréquents. Donc, ça peut être des problèmes de santé physique, des problèmes psychologiques, ça peut être des problèmes d'avoir des comportements plus à risque, des déficits au niveau scolaire, au niveau du travail, au niveau social. Mais là, ce n'est pas pour tous les enfants qui ont un TDAH, c'est juste un risque accru que ça arrive. Donc, ça aussi, c'est important à mentionner.
Maintenant, pour ce qui est des dernières mises à jour au sujet des résultats de l'étude sur le traitement multimodal. En fait, c'est une étude qui a été faite, en fait, qui a évalué 600 enfants qui ont suivi les différents traitements qui existent sur 14 mois. Et dans le fond, les traitements on avait la médication, que c'était des médicaments stimulants. On avait aussi les traitements d'intervention comportementale qui mettaient vraiment l'accent sur modifier l'environnement et les adultes pour soutenir l'enfant. On avait la stratégie combinée, donc de médication et intervention comportementale, et on avait un groupe contrôle pour faire la comparaison. Dans le fond, les conclusions initiales de cette étude-là, donc après les 14 mois, on s'est rendu compte que bien, la médication, c'est ce qui doit être de première ligne. Dans le fond, c'est ce qui était le plus efficace. C'est là-dedans qu'on doit investir, qu'on doit faire les recherches parce que c'est ça qui fonctionne bien. En fait, les traitements psychosociaux avaient même l'air d'être une certaine perte de temps et pas fonctionner s'ils n'étaient pas vraiment utilisés avec la médication. Donc ça, c'était la conclusion initiale. Par contre, 3 ans plus tard, on a évalué où se situaient, dans le fond, les acquis des enfants suite à leur traitement. Ce qu'on a remarqué, c'est que après 36 mois de suivi, il n'y avait aucune différence dans les résultats entre les groupes. Donc, peu importe le type de traitement pendant les 14 mois intensifs, à l'arrêt du traitement, on remarquait une diminution progressive des effets jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus vraiment d'effet du traitement. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le TDAH, c'est une condition qui demande un traitement continu pour maintenir son efficacité. C'est vraiment nécessaire sur le long terme. Peu importe que ce soit la médication, que ce soit les interventions comportementales, que ce soit les deux. Donc, en 2015, ils ont résumé encore un peu ces résultats-là. Ce qu'ils disaient, c'est oui, la médication fonctionne bien quand elle est utilisée comme il faut et qu'elle est maintenue. Mais la médication, ça fonctionne vraiment surtout pour réduire les symptômes. Hein? Ce n'est pas la médication qui va montrer à l'enfant les habiletés qu'il a besoin pour améliorer son fonctionnement. S'il ne l'a pas appris avant puis qu'on ne lui montre pas, il ne les aura pas plus après avoir pris la médication. Donc, l'expression, c'est « pills don't teach skills ». Donc, c'est vraiment important. Le traitement qui est plus les interventions comportementales, c'est au niveau d'apprendre les habiletés pour améliorer le fonctionnement. On remarque aussi que d'utiliser les traitements comportementaux avant la médication, ça peut permettre de réduire les effets secondaires et ça peut aussi permettre de réduire le besoin de doses élevées, aider l'enfant à mieux fonctionner. Donc, c'est une des façons comme quoi c'est utile. Donc, ici, c'est encore un peu la même chose qui est expliquée. Donc, durant la phase active du traitement, la médication, c'est le traitement le plus efficace vraiment sur le court terme pour les symptômes. Par contre, le traitement multimodal, il est supérieur à la médication pour réduire l'altération du fonctionnement. Puis, quand on fait l'analyse coût-bénéfice, ça suggère que le traitement psychosocial, ça peut être très utile pour les cas plus complexes, donc les cas plus lourds de faire les deux. Et c'est aussi important de considérer les effets secondaires. En fait, c'est vraiment un adoucissement des premières conclusions. On mentionne même que parfois, les traitements comportementaux, c'est assez pour aider l'enfant puis éviter d'utiliser la médication dans les cas, dans les cas qui sont plus légers. Donc maintenant, on va évaluer les traitements pharmacologiques et les traitements non pharmacologiques. Donc, les forces de la médication. Premièrement, la réponse au traitement, elle est quand même élevée. Hein, dans 70 à 90 des cas, on répond à la médication. Et dans 50 à 60 on va même normaliser les symptômes. Donc, la normalisation, ça veut dire que les symptômes arrivent au taux normal, donc au taux typique. C'est aussi parmi les médications les plus sécuritaires dans tous les domaines confondus, que ce soit dépression, anxiété, psychose. C'est aussi un des plus étudiés. C'est très facile à administrer, ça demande peu d'efforts, c'est pas très coûteux, c'est plus accessible aussi que des traitements psychosociaux. On remarque aussi qu'ils peuvent être utilisés pendant des années et c'est actif à des moments où les parents, les enseignants ne sont pas présents.
Donc, exemple, moi, je donne la médication à mon enfant le matin, puis là, je l'envoie à l'école. Mais pendant les récréations, son enseignant n'est pas là pour faire les rappels au niveau des interventions comportementales. Moi, je ne suis pas là non plus, mais sa médication, elle est là pour diminuer ses symptômes d'impulsivité, puis ses symptômes d'hyperactivité et d'attention et d'inattention. On marque aussi que les effets secondaires sont souvent passagers, qu'on peut les modifier avec des réductions de doses ou des changements de molécules. Et ça, c'est quelque chose qui est parlé, dans le fond, dans la présentation Bootcamp for ADHD qui va être présentée par Alexandre Prudhomme-Maisonneuve en français et par Catherine Paquette en anglais à 19h ce soir. Donc, si vous voulez aller regarder ça, si ça vous intéresse, vous pourriez aller voir de ce niveau-là. Par contre, au niveau des limites relatives à la médication, qui est une des raisons pourquoi on utilise les traitements non pharmacologiques. Premièrement, ce n'est pas tout le monde qui va normaliser les symptômes. Donc, on peut répondre, diminuer les symptômes, mais on n'arrive pas à un taux typique et ce n'est pas tout le monde qui répond non plus. Il y a aussi les effets secondaires, même s'ils sont souvent passagers, c'est quand même inquiétant. Il y a quand même des effets qu'on aimerait éviter, comme les problèmes de sommeil, les problèmes d'appétit, maux de tête, maux de ventre. Et il y a un certain, on a remarqué qu'il y aurait peut-être un certain ralentissement de la croissance qui est transitoire, qui est pas qui n'est pas permanent, mais de 1 à 4 livres et d'environ 1 cm de hauteur pendant la première année. Donc, c'est des choses qu'on viserait à éviter. Il y a aussi l'effet, la cible de l'intervention. Hein. La médication, ça cible vraiment les symptômes, alors que les non pharmacologiques, les traitements psychosociaux, ça cible le fonctionnement. Donc, dépendant de ce qu'on vise comme intervention, ça va changer un peu ce qu'on va utiliser. Il y a aussi les problèmes que pour les adolescents, c'est vraiment difficile d'adhérer au traitement. Ils sont une population qui ont plus tendance à se rebeller et tout ça, et que c'est plus facile pour eux de refuser de prendre leurs médicaments, de faire comme s'ils les ont pris parce que ça ne leur tente pas, ces choses-là. Donc, ça, c'est des raisons pourquoi on utiliserait les traitements psychosociaux plus tôt. D'autres raisons, mais il y a les préférences des parents aussi. Hein, parce que si les parents arrivent qui ne sont pas tout à fait convaincus, ça rend ça plus difficile de bien adhérer au traitement, de remettre le traitement en question. Si on remarque ici, les préférences parentales, ils vont prédire l'initiation du traitement, mais aussi l'adhérence au traitement. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a seulement 11% des parents qui vont préférer un traitement pharmacologique, alors qu'il y a 36% qui vont adhérer à aucun traitement. Donc, c'est quand même des grands chiffres. Il y a aussi le fait que utiliser les traitements non pharmacologiques, ça va nous permettre de réduire le dosage qui est requis pour la médication. Et dans certains groupes, c'est recommandé de ne pas l'utiliser. Donc, pour les plus jeunes enfants, les enfants que le cas n'est pas très sévère, et aussi certains troubles associés qui recommandent de ne pas utiliser de médication. Donc, c'est aussi important de mentionner, hein, c'est prouvé que pour la réduction des symptômes, la médication, c'est le numéro 1. Hein, les interventions parentales pour réduire les symptômes, ça ne fonctionne pratiquement pas. Il ne faut pas se voiler les yeux. Mais par contre, ces interventions-là sont vraiment bonnes pour réduire les conflits entre les parents, la fratrie, augmenter l'autonomie, mais pas pour les symptômes. Donc maintenant, on va examiner quelques traitements non pharmacologiques. Je vais vous en présenter quelques-uns. En fait, la majorité des résumés que je vais vous présenter viennent de cette revue-là de 2014. C'est un numéro spécial et si jamais vous êtes intéressé, vous pourriez aller voir ce numéro-là. Donc, premièrement, il existe plusieurs types d'interventions qui sont prouvées par les données, en fait. Au niveau de la médication, on a 2 types de médications qui vont cibler différentes parties du cerveau pour aller les stimuler. Puis ça fonctionne vraiment très bien. Donc, les stimulants ou les non-stimulants. On a aussi au niveau des interventions comportementales qui, elles, vont viser à changer ou à acquérir des nouveaux comportements qu'on va cibler, mais qui doivent se concentrer aussi à viser l'environnement autour et les parents.
afin de s'assurer que la généralisation des acquis elle est plus facile. Parce qu'au niveau de l'impulsivité, les enfants qui ont un TDAH, c'est vraiment difficile de généraliser leurs acquis. Moi, je peux passer une super séance avec un enfant en train de lui apprendre comment partager, comment être gentil avec ses amis au niveau des relations avec les pairs, puis il peut me montrer des super belles interventions. Mais dès que je le sors du contexte de mon bureau, en se rendant à l'ascenseur, il va avoir frappé son petit frère parce que l'impulsivité rend vraiment la généralisation difficile. Donc, les différentes interventions comportementales, on a celles avec les pairs, les interventions en classe, on a les interventions avec les parents et on a les différentes interventions au niveau de l'organisation. Premièrement, l'organisation, les interventions les comportementales pour les parents, premièrement, c'est, même si le parent, ce n'est pas la cause du TDAH, hein, le parent doit faire partie de la solution. Dans le fond, c'est ça que ça montre aux parents. C'est vraiment comment être la solution pour permettre à notre enfant de mieux fonctionner avec son TDAH. Donc, c'est là pour solidifier la relation parent-enfant, augmenter les comportements positifs, réduire les comportements négatifs. Ça va cibler les symptômes extériorisés, donc argumentation, la désobéissance, les crises de colère, les conflits, et aussi ça va cibler à améliorer le fonctionnement familial. Et dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que les familles qui répondent mieux à ces traitements-là, c'est les familles qui vont assister qui vont le plus assister aux rencontres, qui vont faire les devoirs, les familles nucléaires, celles où il y a un soutien entre les parents et qui ont des bonnes attentes positives face au traitement. Alors que celles qui sont à faible revenu, monoparentales, qui ont des problèmes de psychopathologie sévères chez les parents, qui ont une situation parentale conflictuelle ou qui vivent beaucoup de stress, vont moins bien répondre au traitement. On remarque aussi que le taux de réponse est vraiment meilleur plus tôt on commence. Donc, comme on voit, 65 au préscolaire, 55 scolaire et 30 chez les adolescents. En fait, c'est beaucoup plus difficile pour les adolescents parce qu'ils sont à un moment dans leur vie où leurs comportements sont cristallisés. Hein. Ils sont plus vieux, c'est plus difficile de changer les habitudes, ils sont aussi moins partants pour faire les traitements. Donc, plus on commence tôt, mieux c'est. Le problème, c'est que c'est difficile d'accès parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui sont formés là-dedans et ceux qui sont formés sont surtout au privé. Donc, un exemple de ce type de programme-là, on a le programme Incredible Years. C'est un programme qui permet un programme pour développer les habiletés sociales, émotionnelles et académiques, aussi pour réduire les problèmes comportementaux et émotionnels chez les jeunes enfants. Il y en existe pour les bébés, les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire, les enfants d'âge scolaire. Et dans le fond, le focus, c'est vraiment de renforcer le lien parent-enfant au niveau des interactions, puis le lien d'attachement, et outiller aussi les parents pour mieux encourager le développement du langage, le développement social, le développement émotionnel. Dans le fond, c'est vraiment, on va apprendre aux parents des interventions positives le plus possible pour commencer, pour tranquillement monter vers des interventions qui sont plus au niveau de mettre des limites, faire de la discipline, mais de la discipline plus positive et tout ça, et ainsi favoriser le développement de l'enfant. Donc, ici, je vous présente le livre Incredible Years, qui est comme la Bible, le guide de survie pour tous les parents d'un enfant avec ou sans TDAH. C'est un livre de référence, c'est vraiment le livre de référence le plus important. Et c'est au niveau de l'intervention auprès des parents. Et ce type d'intervention-là, comportementale avec les parents, c'est disponible à la clinique d'apprentissage spécialisée en groupe, comme l'endroit où je travaille. Donc, c'est un type d'intervention qu'on peut offrir aux parents qui vont vivre en groupe et ça leur permet aussi de créer des liens pour se soutenir entre parents. Et ici, on a aussi le programme Parent-Child Interaction Therapy, le PCIT. En fait, ça, c'est un programme où on va mettre le parent et l'enfant dans une situation d'interaction normale, donc dans une pièce avec des jeux et tout ça. Et nous, on va surveiller le parent derrière un miroir et on va lui donner des conseils pour le coacher en temps réel. Donc, ça, c'est une chose qui est disponible. Ici, c'est différents manuels au sujet d'intervention parentale. On a aussi le Match ADTC, qui est un livre qui a été traduit par Dr. Vendette, qui est l'organisatrice. C'est vraiment un manuel d'intervention pour les parents, puis les interventions pour les problèmes de comportement. Donc, voilà, c'est d'autres sources que vous pourriez aller voir si ça vous intéresse. Donc, vraiment, la conclusion au niveau de
des interventions parentales, c'est que ces interventions-là, ça sert vraiment à améliorer les habiletés du parent pour que lui puisse ensuite avoir des interventions avec son enfant qui vont réduire ses problèmes de conduite. Donc, c'est vraiment ça qu'on note. À ce sujet-là, on a aussi des études qui sont faites au niveau de comment faire pour appliquer ces formations-là au niveau de la télépratique. Hein, parce que là, dans le contexte de la COVID, hein, on doit tout faire en téléconférence. Donc, si ça vous intéresse, là, vous pourriez aller lire cet article-là. Maintenant, les interventions comportementales en classe, ce qu'on remarque, en fait, c'est le même principe qu'avec les parents, mais dans l'environnement de classe. Donc, pour solidifier la relation enseignant-enfant, augmenter les comportements positifs, diminuer les comportements négatifs. Ça vise vraiment à augmenter le fonctionnement scolaire. En 2011, par contre, ce qui fait que c'est difficile à mettre en place, c'est qu'en 2011, de 60 à 70 des enseignants en Ontario n'avaient pas de formation sur le TDAH. En fait, je dis en Ontario, mais ça devait être pas mal généralisé à toutes les autres provinces. Et là, le fait qu'ils ne soient pas formés, ça rend difficile de mettre le programme de formation, de le mettre en place en classe, comme c'est des interventions comportementales, académiques, qui vont cibler les habiletés d'autorégulation. Donc, au lieu de mettre en place un programme complet tout d'un coup, ce qui est conseillé, c'est vraiment la collaboration parent-enseignant. Donc, que le parent fasse le plus qu'il peut à la maison et mettre en place des mesures simples à l'école pour faciliter le fonctionnement. Voilà. Et maintenant, les interventions au niveau des pairs. Donc, ce qu'on remarque, les études vont indiquer que les enfants avec un TDAH sont fréquemment rejetés par leur père. Souvent, même après des interactions de quelques minutes, c'est un rejet social qui est généralement stable durant toute la période de l'âge scolaire. Donc, si vous êtes intéressé par ces résultats-là, il y avait la présentation de Caroline Roy à 10h ce matin et en français et Angelica Martinez en anglais au sujet de PFC, qui est un programme de coaching parental à ce sujet-là. Et il y a aussi une présentation ce soir à 18h par Gabrielle Meyer en français sur le même sujet. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourriez aller voir ces présentations-là. Donc, comme je disais, l'étude de traitement multimodal a noté qu'aucune intervention semble normaliser les relations avec les pairs pour les enfants qui ont un TDAH, même après 14 mois de suivi. Donc, ce qu'on propose à ce sujet-là, il faudrait peut-être préparer des programmes d'entraînement aux habiletés sociales alternatives. Donc, ici, on en a un qui existe, le Friends Forever. En fait, c'est des interventions avec les parents pour que les parents soient outillés à mettre en place des playdates et coacher leur enfant à développer des bonnes amitiés avant le playdate. Donc, on va organiser une rencontre avec un ami et là, avant la rencontre, on va parler avec notre enfant, on va lui rappeler certains trucs pour avoir des bonnes interactions, pour gérer ses émotions et tout ça. Et le but, c'est vraiment de mettre en évidence le rôle primordial des parents à l'âge scolaire pour généraliser les acquis de l'enfant. Donc ici, comme je vous parlais de PFC, ça, c'est 2 articles qui révisent en fait les résultats de ce programme d'entraînement parental. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des beaux résultats, il y a une amélioration des comportements d'amitié, mais ce n'est pas parfait. Et dans le fond, il va y avoir éventuellement un manuel qui va être disponible en mars 2022, qui va être publié. Et on a aussi les interventions parentales disponibles à la clinique d'apprentissage spécialisée avec une permission spéciale, comme on est en partenariat avec eux. Maintenant, les interventions pour les habiletés d'organisation. Ça, c'est 2 manuels qui existent pour travailler ces interventions-là pour les parents et les intervenants. En fait, ces programmes d'intervention-là, ça vise à améliorer les habiletés d'organisation, de planification et de gestion du temps. Et ça existe autant pour les plus jeunes que pour les ados. Il y en a certains qui sont mieux adaptés par contre pour les adolescents. Donc ça montre que, en fait, c'est très bon pour améliorer le fonctionnement de l'élève à l'école et tout ça. Donc, c'est une chose qui est intéressante à travailler aussi. Maintenant,
Pour ce qui est du neurofeedback, en fait, le neurofeedback, c'est vraiment, on va entraîner l'enfant à réguler son profil neurophysiologique pour le normaliser au niveau des autres. Et dans le fond, les résultats empiriques, il y en a de plus en plus à ce niveau-là, mais ils ne sont pas encore très concrets. Donc, c'est vraiment une super bonne idée. Par contre, les résultats sont insuffisants. Et aussi, les jeunes, ils vont s'améliorer pendant l'entraînement puis pendant le neurofeedback, mais ce n'est pas généralisé à la vraie vie. Donc, c'est encore expérimental, c'est encore coûteux. Donc, comme je disais, bonne idée, mais on a besoin d'un peu plus d'études sur son efficacité. Ce qui est la même chose, en fait, pour l'entraînement cognitif informatisé. En fait, exemple, on va faire des entraînements de mémoire de travail et tout ça. Et dans le fond, on a 14 études de contrôle randomisé qui ont été faites là-dessus, de différents programmes. Et ce qu'on remarque, c'est que les résultats sont présentement assez inconsistants. On a vraiment besoin de faire plus de recherches pour pouvoir conclure que c'est très efficace, ce type d'intervention-là. Maintenant, pour les autres traitements qui sont sous étude en ce moment. Donc, on a les camps d'été pour le TDAH. En fait, ça, c'est comme un programme intensif pour les jeunes. Ça fonctionne bien dans le camp pour le moment, mais c'est un peu difficile parce que la génération des acquis est, comme je dis, c'est difficile. Une fois que l'enfant est sorti du camp, tout ce qu'il a appris, c'est un peu difficile de les mettre hors de ce contexte-là. Donc, pour le moment, les résultats ne sont pas très concluants. On a aussi la thérapie cognitive comportementale pour les adolescents. Ça, en fait, ça permettrait de bâtir une meilleure alliance thérapeutique entre l'adolescent puis son thérapeute et même de promouvoir l'adhérence à un traitement pharmacologique s'il y en a un, ou bien de parler des autres problèmes associés au TDAH. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien efficace. Pour ce qui est de la thérapie familiale, bien là, c'est encore le sujet d'améliorer le fonctionnement puis la relation de famille. Ensuite, les suppléments nutritionnels, ça ressemble un peu à la diète d'élimination. En fait, c'est un peu le même principe pour le moment. Pour ce qui est des diètes, ça peut être de diètes très restrictives, enlever quelques aliments de ce qu'on va manger. Ça a quelques bons effets. C'est plus efficace chez certains enfants. Donc, ça a besoin de plus d'études encore pour qu'on puisse dire que les résultats sont concluants. Et ensuite, pour ce qui est de l'activité physique, en fait, l'activité physique, ça apporterait des gains au niveau du fonctionnement neuropsychologique et comportemental. Pas beaucoup d'études à ce niveau, mais beaucoup de potentiel. Donc, en résumé, la présentation d'aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que la médication, c'est le traitement de choix pour la réduction des symptômes de TDAH, alors que les traitements non pharmacologiques, c'est utile pour améliorer le fonctionnement des jeunes avec un TDAH, en particulier combinés à la médication. Les autres traitements qui, eux, sont non pharmacologiques et alternatifs sont présentement étudiés de façon rigoureuse et ils sont prometteurs, mais ne sont pas recommandés pour le moment comme traitement de première ligne, donc comme la première chose qu'on essaye. Donc, j'espère que vous avez bien aimé et que ça a répondu à vos questions. Si jamais vous voulez plus d'informations, voici quelques sites web qui pourraient être utiles. Donc, ici, on a le site web du Prisme. On a aussi le site web de l'Association francophone des parents d'enfants dyslexiques ou d'autres troubles d'apprentissage, celui de la clinique d'apprentissage spécialisée qui offre de l'intervention pédagogique et différentes autres ressources qui existent, des associations canadiennes et québécoises et tout ça. On a aussi quelques livres qui pourraient être utiles. Donc, en fait, le lien juste en haut ici, c'est un lien pour une page sur le site du Prisme où dans notre directeur, Dr Normand, a fait un résumé. En fait, il a compilé plusieurs livres sur différents problèmes qui peuvent affecter la santé mentale des enfants. Donc, le TDAH, la dyslexie, l'anxiété, tout ça. On a compilé les données, les livres en français et en anglais. Donc, c'est un beau résumé. Par exemple, Mon cerveau a besoin de lunettes, Taking Charge of ADHD, The Complete Authoritative Guide for Parents, Mieux vivre avec le TDAH, Organizational Skills Training for Children. Donc, des choses dans cette donne-là, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça. Et si vous voulez des informations additionnelles sur le TDAH en général, vous pourrez aller sur le site du programme de recherche interdisciplinaire sur la santé mentale des enfants, le PRISM, donc juste ici. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, je vais être prête à vous répondre. J'espère que que ça vous a bien informé. Merci.